Bonjour, bienvenue à tous. On ne s'attendait pas à avoir autant de personnes autour de nous ce matin. Donc, juste une petite introduction. Donc, mon nom est Nicolas, je suis associé avec Nicolas Braibant qui nous invite aujourd'hui également dans la ferme. Je voulais partager aujourd'hui avec vous la présence de John Kempf. C'est quelqu'un avec qui nous collaborons depuis quelques mois à l'étranger sur des projets agricoles de fruits et légumes principalement. Et dans la recherche que l'on fait ici en Belgique, dans notre profession, dans mon chemin, je vais dire, mon expérience professionnelle des 5-10 dernières années, j'essaye on essaye à plusieurs, parce que je ne suis pas seul, de réfléchir à comment changer les choses, comment faire avancer l'agriculture, comment trouver des solutions économiques, comment trouver des solutions qui répondent aux problèmes actuels et futurs de l'agriculture. On est passionné par ça. Toutes les équipes, Regenacterre, l'équipe de GreenFarm, puis les gens avec qui je travaille à l'étranger également. Et lors de cette recherche, on a évidemment construit un réseau de personnes qui nous intéressent, de personnes qui ont des solutions, qui sont des agriculteurs, des scientifiques, des personnes qui avancent, souvent à petite échelle, souvent des choses qui sont moins ouvertes ou connues du grand public. Et lors de cette recherche, de ces discussions, j'ai eu l'occasion de rencontrer John Kempf, grâce à Internet aussi, ça aide. Et il fait partie d'une des personnes que j'apprécie particulièrement dans ce réseau, parce qu'il a les pieds sur terre, il a également un background, des idées qui sont basées sur des éléments très concrets, très scientifiques. Il a également développé des idées qui sont des choses qui sont mesurables. On sait bien qu'en agriculture, il y a des grands principes qu'on aimerait atteindre, conserver les sols, plus de biodiversité, toutes des choses avec lesquelles on est tous d'accord, mais comment mettre en pratique ces idées au jour le jour, comment mesurer qu'on est en train de faire des choses qui vont dans le bon sens et pas dans le mauvais sens. Et je pense que ça, en tant qu'entrepreneur agricole, agronome, c'est vraiment une barrière à changer, une barrière au changement. On n'a pas suffisamment d'outils, pour moi, on n'a pas suffisamment de preuves parfois pour vraiment aller dans la direction dans laquelle on aimerait aller. Et donc, je vais m'arrêter là. Je pense que je vous encourage à évidemment bien écouter ce qu'il raconte. C'est parfois assez technique, mais ce qui est intéressant et important de comprendre, c'est le message qu'il va vous transmettre, et surtout aussi le fait que ce n'est pas un message qui est lancé en l'air. Il va vous expliquer. Ils ont un succès croissant aux États-Unis. Il va vous dire, ils suivent plusieurs milliers d'agriculteurs. Et ils sont aujourd'hui en train de s'étendre hors frontières de manière internationale. Donc voilà. John, the floor is yours. Juste un petit détail technique, je vais traduire, je ne suis pas traducteur du tout, je ne parle pas bien anglais. Excusez-moi pour ceux qui comprennent mieux l'anglais que moi et qui comprendront parfois qu'il y a des défauts de traduction. Je vais essayer de faire de mon mieux, et voilà, s'il y a vraiment des grosses bavures, levez la main pour me corriger. John. Greetings, friends. So this is where I try to speak very rapidly and confuse you. Yes, good. Thank you. So
Um, First of all, thank you for coming today. It's an honor to be here. And thank you to Nicolas for inviting me here to Europe. He's been a very gracious host for the last several days in visiting farms in the Netherlands and here in Belgium. Donc il vous remercie d'être là. Il explique que voilà, on a fait un tour des fermes en Belgique, en Hollande ces derniers jours. Et voilà, il vous remercie. So, I want to begin by talking about my personal story, personal background, and what has brought me here today from growing up on a small fruit and vegetable farm in Northeast Ohio in the US. Il aimerait commencer par expliquer son histoire et pourquoi est-ce qu'il est ici aujourd'hui. Et son histoire commence dans le nord-est de l'Ohio, dans une petite ferme. I grew up on a farm where we were growing fresh market fruits and vegetables, very mainstream, very conventional, using very intense pesticide applications. I went to school through the 8th grade. When I graduated from the 8th grade at the age of 14, I was given the responsibility for all of the pesticide and all the fertilizer applications in both the irrigation system and with foliar sprays on the entire farm. John a eu un parcours assez court à l'école. Je ne connais pas la traduction, je pense. You stopped school at 16 or 18? 14. So, donc il a jusque 14 ans. Et puis il a tout de suite commencé à travailler comme sur la ferme familiale, qui est une ferme conventionnelle, assez intensive en termes de pesticides à l'époque. Et il était focalisé justement sur les applications de pesticides en fertirrigation et pesticides de manière générale sur la ferme. In the early 2000s, we had a 3-year period, 2002, 3, and 4, with very high rains, a lot of humidity, in which we were unsuccessful in managing various different diseases and insects with pesticides, which resulted in us losing over 70% of our entire crop for 3 years in a row. Donc au début des années 2000, ils ont eu 3 années excessivement difficiles, très humides, pendant lesquelles ils ont perdu presque complètement certaines cultures. In 2004, the 3rd year of that 3-year period, we also began farming a field from a neighboring farm that bordered right up against one of our own fields. So on our soil, we had been farming vegetables for 10 years with intense pesticide applications, and the new soil was from a dairy farm that had been in a corn, small grain, and alfalfa rotation. En 2004, ils ont commencé à cultiver une parcelle qui était composée d'une part d'un champ qu'ils cultivaient depuis des années de manière conventionnelle et d'autre part d'une parcelle qui n'avait jamais été cultivée et qui était dédiée à une production d'herbes pour un producteur laitier. So we began planting crops directly across the field border, both on old soil and new soil. We planted a crop of cantaloupe across the field border. At harvest, on the old soil that had the intense pesticide applications, 80% of the leaves were infected with powdery mildew. And on the new soil, 0 powdery mildew. Could not find any. It was very sharp knife line right down to the center of the field where the field border was so pronounced that there were healthy vines growing right in amongst the unhealthy vines. Very clear differences. Et ils se sont rendus compte dans cette parcelle donc, qui était divisée en deux, que la parcelle qui était cultivée et dans laquelle on appliquait des pesticides régulièrement, et, par rapport à la parcelle qui était nouvelle, qu'ils avaient une infestation de mildiou côté pesticides qui était extrêmement marquée et que du côté non traité, je dirais, une parcelle qui était dédiée à cette prairie, il y avait 0% de mildiou. C'est une parcelle
melon, je pense, Guadeloupe. Odyssée, ouais. Et que la limite était visible et très claire. I wanted to learn what are the differences between these two plants. What allows one plant to be resistant to the powdery mildew when the next plant a meter away is susceptible? And so I began asking many questions, talking to many people within academia, private consultants, and developed a group of mentors that I was working with. And I learned that all plants have an immune system exactly the same way that we do. Donc, de cette observation, John a voulu aller plus loin. Il a voulu comprendre pourquoi. Est-ce que d'un côté, on a des plantes qui sont même variété, semées le même jour, etc., même façon culturelle, qui sont atteintes. De l'autre côté, on n'a pas d'infestation. Et il a commencé à chercher à travers des mentors, des scientifiques, des lectures qu'il a fait pour essayer de comprendre ce qui se passait. So we understand. Sorry, j'ai oublié quelque chose. I forgot. Et il s'est rendu compte que les plantes, tout comme les humains, avaient un système immunitaire. We understand that all of us have our own immune systems, yet our immune systems do not all work equally well. All of us know people who become ill with the first cold or flu bug that comes along, and we know other people who practically never become ill. And the only difference between those two is how well their immune system is supported with nutrition over the course of their entire lifetime. Donc, il fait référence à la santé humaine en disant qu'on comprend facilement qu'on a tous un système immunitaire et que certains ont un système immunitaire qui fonctionne mieux que d'autres. On a tous l'exemple de personnes autour de nous qui tombent plus facilement malades que d'autres. Et il explique que ce système immunitaire est principalement fondé sur la manière dont, en l'occurrence ici, l'humain s'est nourri à partir de la naissance jusqu'au jour d'aujourd'hui, et la plante également. So, I learned that it is possible for plants to be 100% resistant to all insects and all diseases when they are supported with the right nutrition. From that education, from that learning, we made a very rapid transition on our farm. 2005, we reduced pesticides by over 70%. By 2006, the farm was completely pesticide-free and has been completely pesticide-free ever since, with no crop loss to diseases or insects ever since 2006. Donc en étudiant ce dont il vous parlait juste avant, il s'est rendu compte qu'on avait la possibilité de rendre des plantes complètement résistantes aux insectes et aux maladies à travers la nutrition. En 2000, j'ai oublié les dates, je crois que c'est 2005, ils ont appliqué ces observations, ce qu'ils avaient appris. Ils ont réduit de 70% la quantité de pesticides sur la ferme. Et quelques années plus tard, ils ont complètement, 2006, complètement arrêté l'usage de fongicides, insecticides sur la ferme, avec plus de symptômes de maladie et plus de problèmes de dégâts d'insectes. From that experience on the farm, the mentors that I was working with started referring other farmers to me to work with as well. And in 2006, I founded Advancing Eco-Agriculture as a consulting company. And several years ago, we also became a product manufacturing company. Today, we work with over 4,000 farms in the US and in North and South America. And we have become very well known for helping farmers grow crops that are completely resistant to disease and insect pests. Many fruit and vegetable growers, but also many broadacre crops, corn, beans, small grains, food grade crops as well.
Donc, à la suite de ces travaux sur la ferme, ils ont fondé une société qui s'appelle Advancing Eco-Agriculture, dont le but est de faire du conseil aux agriculteurs aux États-Unis. Ils ont aujourd'hui plus ou moins 4000, ils suivent plus ou moins 4000 agriculteurs, avec l'objectif de rendre les cultures complètement résistantes aux maladies et aux insectes. Ils ont également commencé à produire certains produits. Il vous expliquera pourquoi après. As we worked with many different farmers, different crops, different climates, we were able to develop systems for producing disease resistance, and we observed two things that I became very excited about. The first was that when we grew crops that had functional immune systems, they were resistant to disease and insects. Not only were they resistant to diseases and insects, but they also were able to transfer that immunity to the people who consume that food. And we were able to have a conversation about growing food as medicine for the very first time. Donc, lors de ce développement de cette société, ils ont découvert deux choses importantes. La première chose, c'est que lorsque l'on travaille sur l'immunité d'une plante pour la rendre résistante aux maladies, aux insectes, ils se sont rendus compte que la production de cette plante, fruits, grains, était également responsable, pouvait également être responsable d'une meilleure santé des personnes qui consomment ce produit. The second piece that I became really excited about is we observed that when we started growing really healthy plants, we were also able to quickly regenerate soil. So in biological agriculture, organic agriculture, many people describe that to grow a healthy crop, we need to have healthy soil. But there's a counterpart to that, which is the fastest way to regenerate soil is to grow extremely healthy plants. La deuxième chose, donc la première chose c'était ce transfert d'immunité de la plante vers le consommateur. La deuxième chose, c'est qu'ils se sont rendus compte que contrairement ou en parallèle à ce que l'on sait, c'est-à-dire que pour produire une plante en bonne santé, il faut un sol en bonne santé. Ils se sont rendus compte que pour rendre un sol en bonne santé, produire une plante en bonne santé était capable de rendre le sol en meilleure santé. So, in the next hour, I would like to just give you a very high-level overview of how we produce these results in the field, what we do to get these results, and the way we think about managing diseases in insects and improving fruit quality. And then I'd like to leave plenty of time for questions and answers. There's a lot of science behind the work that we do, way too much for us to get into in the brief time that we have. So I'm just going to give an overview, and then whatever questions you have, I'm happy to discuss. Donc pendant la prochaine heure, John va expliquer comment se fait cette gestion de l'immunité des plantes, et on aura après la possibilité de discuter, d'interagir pour ceux qui ont des questions, des remarques. Good. Next slide. So, when thinking about disease management, insect management, the way we approach understanding these diseases is by thinking about the nutrient requirements. Every disease organism and every insect organism has very specific nutritional requirements, specific amino acids, specific carbohydrates that they require as a food source. Donc la manière d'approcher l'immunité d'une plante est de comprendre comment les ravageurs se nourrissent. Chaque ravageur, que ce soit un champignon ou un insecte, a besoin de se nourrir, et c'est la première étape dans la réflexion de comment rendre une plante résistante.
The amino acids and the carbohydrates that are required as a food source by diseases and by insects only exist in plants that are not fully photosynthesizing and do not have perfect protein synthesis. When they are given perfect nutrition, properly balanced nutrition, they do not have the amino acids and the carbohydrates that disease and insect organisms require as a food source. Donc les maladies, les insectes se nourrissent en général d'acides aminés et d'hydrates de carbone. Une plante qui est en bonne santé ne devrait pas contenir des concentrations importantes d'acides aminés et d'hydrates de carbone libres. So I'd like to talk about apple scab as an example. In the 1950s, there was research done which they determined that apple scab is completely dependent on one amino acid, the amino acid arginine. For many years, the treatment products that were developed for scab control were arginine inhibitors. They prevented the plant from forming that specific amino acid. Et donc il aimerait prendre un exemple avec un fruit et une maladie, apple scab, c'est la tavelure, je pense. Vous confirmez. Ils se sont rendus compte que le développement de la tavelure était dépendant de la présence d'un acide aminé dans la plante, qu'est l'arginine. Et ils se sont également rendus compte que les produits qui étaient utilisés pour lutter contre la tavelure étaient tous des inhibiteurs d'arginine, pour essayer de ne pas trouver cet acide aminé libre dans la plante. We know that there are some varieties which are resistant to scab and some that are susceptible. When we looked at scab resistance, I asked the question, why are these plants not accumulating arginine? And they were simply rapidly metabolizing arginine and converting it to complete proteins. For that metabolism pathway to work, it required enzyme cofactor of cobalt. So we began experimenting with cobalt applications, and we discovered that when we apply cobalt, the arginine is quickly converted to complete proteins, and apple scab no longer has a food source, and apple scab disappears. And that is the difference between susceptible varieties and resistant varieties. Is the susceptible variety, or the resistant varieties, did much better at absorbing cobalt from the soil than the susceptible varieties. It was a nutritional difference, was the foundation of disease resistance or susceptibility. Ok. Donc ils se sont rendus compte qu'on sait tous qu'il y a des variétés qui sont plus ou moins sensibles à la tavelure ou à certaines maladies. En étudiant en essayant de comprendre pourquoi les variétés résistantes étaient résistantes, ils se sont rendus compte que ces variétés contenaient moins de cet acide aminé libre dans la plante. Et en continuant les recherches, ils se sont rendus compte qu'en fait, cet acide aminé qui ne devrait pas être libre dans la plante si on voulait la rendre résistante, qui devrait être transformée en protéines, ils se sont rendus compte qu'une des raisons, un des facteurs qui influence la transformation de l'acide aminé en protéines, c'est un des cofacteurs ou un des enzymes. Sorry, but I'm not that accurate. Donc, que cette transformation dépend principalement du cobalt et que le fait d'avoir du cobalt dans la plante permettait de transformer cette arginine en protéines et du coup de diminuer la quantité d'arginine libre dans la plante et du coup de stopper les attaques de tavelure. So this is an example of the way we think about managing diseases in insects. Every disease organism and every insect organism has specific requirements. And all of those requirements are based on plants that are not functioning well. And I want to describe how to get plants to be functioning well so that we do not have those problems. Donc la base, comme il l'a déjà dit, c'est de comprendre comment les insectes et maladies se nourrissent pour pouvoir couper cette source de nourriture. Et c'est la base de leur raisonnement à Advancing Eco-Agriculture.
So, in our work with many different farmers, different climates, different crops, we have observed a gradual evolution of plant health where plants become resistant to different groups of insects, different groups of diseases at different stages of physiological functioning. Donc, ils se sont rendus compte qu'il y a plusieurs bases dans cette construction de résistance aux maladies. Et il va vous expliquer les différentes étapes pour arriver à cette résistance. The first stage of plant health is when plants begin photosynthesizing very efficiently. And they form both higher levels of sugars, but also in every 24-hour photo period, all the sugars that are produced from photosynthesis are completely converted to complex carbohydrates, and there are no simple sugars left in plant sap. So no glucose, fructose, sucrose, no soluble sugars are left in the plant sap at the end of every 24-hour photo period. La première étape de cette construction d'immunité, c'est la photosynthèse. Une plante qui fonctionne normalement sur un cycle de 24 heures produit des sucres simples, du glucose, et devrait théoriquement, après une journée, avoir synthétisé ces sucres en sucre plus complexe et du coup ne plus avoir de sucre libre en circulation dans la sève. As soon as they begin photosynthesizing well, they become resistant to all the soil-borne fungal pathogens, Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Fusarium, because all of those soil-borne fungal pathogens use those soluble carbohydrates as an energy source and as a food source. À partir du moment où la photosynthèse fonctionne bien, qu'on ne retrouve du coup plus de sucre libre dans la sève de la plante, on a une plante qui est résistante aux champignons du sol, tels que Phytophthora, Pythium, Rhizoctome. Donc ça, c'est une première base de la construction de résistance d'une plante. The second stage is when plants have efficient protein synthesis, which means that in every 24-hour photo period, they convert all of the nitrogen that they absorb from nitrates, ammonium, urea, to amino acids and then to complete proteins. So there are no soluble amino acids, no soluble nitrogen compounds left in the plant sap at the end of every 24-hour photo period. La deuxième étape, c'est d'éviter la présence d'acides aminés libres dans la sève, c'est-à-dire que on parlait juste avant du carbone et des sucres. La deuxième étape, c'est l'étape qui concerne l'azote. Donc l'azote qui est absorbé par la plante est transformé en acides aminés, de nouveau en petites molécules, qui sont censées être transformées rapidement par la plante en protéines. À partir du moment où on arrive à réaliser cette transformation rapidement, on a beaucoup moins d'acides aminés, donc ces petites molécules libres dans la sève. Et the second stage make the plant resistant to what? Protein? We're going to come back to okay, that. Sorry. So then the third stage is when plants are photosynthesizing very efficiently, they develop a surplus of energy, and they store that surplus energy in the form of lipids, fats and oils. So the lipid concentration increases 3 to 4x in the plant very quickly. Le troisième étage qu'on voit ici, les lipides, démarre à partir du moment où la plante est suffisamment alimentée en énergie, un petit peu comme l'organisme humain. Une fois qu'elle a suffisamment d'énergie ou une fois qu'elle a un surplus d'énergie, elle commence à synthétiser des lipides. Is it the next one? The fourth stage is when plants use these oils produced in level 3 to begin producing high levels of plant secondary metabolites. So these are compounds such as
terpenes, sesquiterpenes, bioflavonoids, phenols, polyphenolic compounds, essential oils. All plants produce essential oils that are fungicidal, bactericidal, virucidal, and they have the capacity to kill on contact. Donc la quatrième étape, une fois que la plante a accédé à cette capacité de produire des lipides, la plante commence à produire ce qu'il appelle des huiles essentielles qui rendent également la plante résistante. Il va vous l'expliquer après à d'autres choses. On parle de what are the essential oil that you're talking about? Flavonoids, phenols, terpenes. Terpènes. Ouais. Mm-hmm. So level 4 is the foundation of a plant's immune system. So these are immune compounds that plants produce as plant protectants to protect themselves from ultraviolet radiation, from insect attack, disease attack, from overgrazing. And they are also the compounds that transfer the immunity from plants to people, such as anthocyanins in blueberries, resveratrol, red wine, etc. Donc cette quatrième étape est une fondation du système immunitaire de la plante. J'ai oublié quelque chose. C'est également une des fondations du transfert d'immunité de la plante vers les personnes qui mangent ces plantes. Next, second one again. So when we get to level 2, where we have good protein synthesis, plants become resistant to all the insects with simple digestive systems. The insects with simple digestive systems would be larval insects such as corn earworm, European corn borer, cabbage looper, tomato hornworm. These insects, also aphids, whiteflies, leafhoppers, these insects lack the digestive enzymes needed to break down complete proteins. So they are dependent on peptides, amino acids, and soluble nitrogen in the plant sap as a source of protein. This is the second stage? Second stage. We already talked about the first stage. Donc première étape, on en a parlé, à partir du moment où on optimise la photosynthèse, on élimine les hydrates de carbone, on rend la plante résistante aux pathogènes du sol. La deuxième étape, une fois qu'on accède à une production protéine efficiente et donc plus d'acides aminés libres dans la plante, on rend la plante résistante aux insectes suceurs et mâcheurs. Oui, je pense que c'est le message principal. At the third stage, next, when plants begin forming high levels of lipids, we can see this in the field when they have a glossy, waxy sheen on the leaf surface. And at this stage, they become resistant to all of the airborne pathogens, downy mildew, powdery mildew, bacterial speck, bacterial spot. These pathogens land on the leaf surface and many of them release a pectolytic enzyme to digest and break down pectin in the cell membrane. When we have a layer of wax and oil, it protects the cell membrane and the enzyme never has access to the cell wall and prevents an infection. Donc la troisième étape, production de lipides, rend la plante cireuse. Donc la plante augmente sa capacité à résister aux pathogènes provenant de l'air, tels que différents champignons qui ont pour stratégie d'attaque de perforer la cutule, cette couche, et en rendant la surface de la plante plus épaisse avec cette couche de lipides, on rend la plante résistante à ces pathogènes aériens. Juste pour revenir en arrière, au point 2, on parlait notamment, il a cité différents insectes dont je ne connais pas bien la traduction, mais on parlait notamment des pucerons dans l'étape numéro 2. At the fourth level, plants become resistant to all the insects with very sophisticated
digestive systems. So all the beetle family, Colorado potato beetle, cucumber beetle, corn rootworm beetle, Japanese beetle. And at this stage, these plants become very resilient to temperature extremes, climate extremes, and they're very resistant to almost all disease and all insects. Quand on accède au 4e niveau, on rend la plante résistante. Qui peut me dire ce que c'est Bill? Scarabée? Beetle? Beetle, ok. Ouais. On rend la plante résistante à des insectes qui sont plus sophistiqués. On rend également la plante résistante à des aléas climatiques extrêmes. Good. So there's a tremendous amount of science and information behind this chart. I could talk about it for 4 hours, but that's the overview. Donc il explique qu'il y a beaucoup de recherches et de sciences derrière ce qu'il est en train d'expliquer et qu'il pourra en parler pendant 4 heures, je témoigne. Next. So the foundation in all the work that we do with farmers, we have become known for helping them produce a very big response with not any more input than what they're already putting in. And our way to accomplish that is to hack the system and to focus on the trigger points. Where are the trigger points that we can push that produce a tremendous effect throughout the entire system? And the most powerful trigger point is affecting photosynthesis. Donc il va vous parler des points. Could you summarize into des points importants, des points d'action, des points importants. Et un des points clés, c'est l'optimisation de la photosynthèse. So, every 24 hours, most crops today only photosynthesize about 15 to 20% of their inherent genetic potential every 24 hours. So, by working with nutrition, we can increase that from 20% up to 60% and 80%, and plants begin producing much more sugars and have a lot more energy and grow much more quickly. Donc il explique qu'une plante cultivée de manière, on va dire, conventionnelle, aujourd'hui, a une capacité de photosynthèse qui correspond plus ou moins à 20% de sa capacité réelle. Et donc la première clé de cette réflexion, c'est d'augmenter cette capacité de photosynthèse de 20% à 60%. 60%? 60%, 80%. So the one thing that we focus on more than anything else is increasing photosynthesis with nutrition management, and that is our shortcut to success. Donc la première clé, c'est de comment optimiser cette photosynthèse. C'est la première étape facile à accéder, c'est l'essence de la démarche. Next. An example of a farm that we have worked with, this is alfalfa. On a farmer that we have been working with for several years purchased a new farm and split the field, an alfalfa field, into 3 sections, did a soil analysis and a broadcast soil amendments of limestone, rock phosphate, gypsum, compost across the entire field. Everything got the same soil amendment treatment. Then he split the field into 3 sections, and one section got no foliar applications. Second section got 1 foliar application of nutrients after the first cutting. The third section got 2 foliar applications, 1 after the first and 1 after the second cutting. And the foliars were specifically designed to increase the plant's photosynthesis. Donc il va nous expliquer un essai qu'ils ont fait dans la Luzerne, dans lequel ils ont divisé une parcelle en 3. Une parcelle dans laquelle il n'y avait pas d'application, une parcelle dans laquelle ils faisaient une application foliaire, donc d'engrais foliaire, et une autre parcelle dans laquelle il y avait 2 applications foliaires
qui se succèdent entre la première et la deuxième coupe, je pense. Next. So these are images. Left is untreated, no foliar. Center is a single foliar. Right is 2 foliars. Donc on a le résultat visuel, pas d'application à droite, une application foliaire au milieu, 2 applications foliaires à droite, pardon. Donc à gauche, pas d'application, à droite, 2 applications. So just the third cutting, one cutting, the difference in yield was 3/4 ton per acre, 1 ton per acre, 1.5 tons per acre for just the one cutting with those foliars. Donc entre le rendement entre les différents essais ici, on parle d'un 3/4 de tonne pour la première. How much for the second? 1 tonne, 1 tonne pour la luzerne qui est au milieu, and 1.5, donc 1 tonne et demie à droite. So there was a financial gain from the yield difference from the foliar, but that wasn't the biggest response. That wasn't the biggest result. The biggest result was in the amount of organic matter that was built from the alfalfa crop while that crop was growing, from the sugars that were sent down to the roots and out through the root system, because that were equivalent to the biomass at the top that was harvested. Donc, à part le gain financier de cette application foliaire, il aimerait insister sur le fait que le gros avantage, la grosse différence qu'ils ont pu noter, c'est la différence de production de matière organique dans le sol, qui a été réalisée à travers la réinjection d'une partie des produits de la photosynthèse dans le sol. So the next piece that I want to talk about is what we have learned about rapidly building soil organic matter, how to build soil organic matter very quickly. Ici, il aimerait vous expliquer comment est-ce que lui voit la manière de très rapidement reconstruire, augmenter la quantité de matière organique dans les sols. When we look at a plant's total sugar production over the course of its entire lifetime, from seed until harvest, on reproductive crops such as corn, small grains, that sugar production from a plant that is truly healthy is divided into 4 equal pieces, 50% above the soil, 50% below the soil. Si on regarde une plante qui fonctionne bien, qui est en bonne santé, la production de sucre qui provient de la photosynthèse se divise comme sur la figure ici. 50% des sucres sont utilisés pour les parties aériennes, 50% des sucres provenant de la photosynthèse sont utilisés pour les parties racines, donc sous-sol. This is not all divided equally at all stages. Different stages of plant development have different amounts of sugar concentrated. Donc cette répartition entre les sucres dans les parties aériennes, dans les parties souterraines, n'est pas toujours identique et ça dépend du moment où la plante, ça dépend du cycle de la plante. Il va vous détailler ça. Yep. Here, seedling, majority is going to biomass. Par exemple, ici, lors de la germination, la majorité des sucres partent dans la biomasse aérienne. Next. Building plant frame, equally split between root system and biomass and root exudates. Quand la plante construit sa structure, on a une répartition égale entre les trois parties. As this plant is a bit small, when plants reach the framing stage, we call the framing stage on corn, for example, would be about V5 to V6. It will take a corn seedling 6 weeks to reach V6, and in the next 6 weeks, it will build a tremendous amount of biomass. It will grow very quickly. So we refer to as the framing stage. And the framing stage, a great deal of sugar, majority of the sugar production is actually sent out through the roots as root exudates rather than going to plant frame. From V6 to V? To VT, tassel. V?
How much? tassel to full height. Ok. Donc, à partir du moment où la plante atteint 6 feuilles, jusque cette taille-là, la plante se concentre et injecte énormément de sucre et investit énormément des sucres produits dans la photosynthèse dans les racines à travers les exudats. Why would a plant waste so much energy and put the majority of its energy into the soil at that stage? Pourquoi est-ce qu'une plante investirait autant de sa production en l'envoyant dans les exudats racinaires? Next. At the grain fill stage, now most of the energy is going into fruit. So we have all the energy from the leaves, from photosynthesis going into the fruit during the fruit fill period. Donc la question que je posais juste avant, je pense qu'il va répondre après. On continue, et donc une fois que la plante grandit, on voit que elle se concentre à utiliser la majeure partie de la photosynthèse pour remplir les fruits, les graines. So, total end of season, we have this level of this sugar division, this carbohydrate division, only when plants have 60% or greater photosynthetic efficiency. Voici la répartition qu'on peut avoir en moyenne sur toute la saison, uniquement si la plante arrive à photosynthétiser à 60%, ce qui n'est pas le cas toujours. This is what common crops look like in the US that we're familiar with. When we only have 15-20% photosynthetic efficiency, there's much less volume of sugar produced, and the ratios are completely different. It's divided very differently, where most is in plant biomass and in fruit, and very little is below the soil surface. Ce qu'on a en agriculture conventionnelle, ce qu'ils trouvent en général aux États-Unis, c'est qu'on arrive, comme il vous le disait il y a quelques minutes, à 15-20% d'efficience de photosynthèse, et la répartition des produits de cette photosynthèse se passe comme ceci, c'est-à-dire que la majeure partie des produits de la photosynthèse sont envoyés dans la biomasse de la plante. So, there are two pieces needed to very quickly build organic matter in the soil. The first is to have peak photosynthesis in crops and in cover crops, and the second is to have really good fungal digestion in the soil, which can be produced by that crop. So what we have learned is that it is possible to build soil organic matter while we are growing a crop, not just with cover crops, but the crops themselves, we can actually build organic matter while we're harvesting a crop as well. Donc il y a deux fondements importants pour construire la matière organique du sol. C'est la photosynthèse, la plante elle-même, et la présence de fungus, champignons, dans le sol. Il va vous expliquer comment ça se passe. I already spoke about peak. Let's go next. Next. So, we have observed, there are three environments, three ecosystems which build soil organic matter and sequester carbon faster than all others. First is a young, early growth stage coniferous forest. Second is perennial polyculture grasses with intensively managed grazing. And third is corn production. Could you repeat? I'm lost. There are three ecosystems which sequester carbon more rapidly than all others. The first is a young growth evergreen, conifer, pine, spruce, forest. The second is intensively managed rotational grazing with perennial polyculture. And the third is with corn production. Donc il y a trois grands systèmes qui permettent de construire de la matière organique.
séquestrer du carbone. Le premier est la forêt de conifères. Le deuxième, la prairie, qui est gérée de manière en rotation intelligente, on va dire. Le troisième système est la production de maïs. So we have been able to build organic matter very quickly while we're growing a crop, tomato crop, strawberry crop, corn crop, soybean crop, and I developed this diagram to explain the soil and plant interactions that we see happening and how this is happening and how we're building soil organic matter quickly. Donc ils ont été capables de construire la matière organique très rapidement dans certains sols. Et il va vous expliquer à travers le diagramme ici comment ça fonctionne. The first step is to have very strong photosynthesis where the plants begin transmitting a lot of sugars out through the root system to feed soil microbes. Première étape dont on a déjà parlé, avoir une photosynthèse maximale et avoir un maximum de ces produits de la photosynthèse qui sont réinjectés dans le sol. Sugars through the root system stimulate bacterial digestion. When bacteria digest these sugars are carbon, hydrogen, oxygen, no calcium, no magnesium, no minerals in sugar. Bacteria extract minerals from the soil mineral matrix and incorporate them into their own cells. Les sucres qui sont réinjectés dans le sol participent au développement des bactéries qui sont dans le sol. Les bactéries utilisent ces sucres pour se développer comme énergie et les bactéries vont aller chercher les éléments minéraux dans le sol autres que les sucres. Elles vont aller les chercher dans le sol pour croître et se développer. When this bacterial population cycles, the minerals contained within their cells are released back into the soil environment in the rhizosphere, chelated and bonded with organic acids and amino acids in a very bioavailable form. Une fois que les bactéries, comme on peut le comprendre, naissent, se développent et meurent, les constituants de ces bactéries, qui sont donc une partie de sucre, une partie d'éléments minéraux que ces bactéries ont pu capter dans le sol, donc les bactéries se dégradent et en se dégradant se transforment en chélates et en autres éléments qui sont à ce moment-là disponibles pour les plantes. Je pense que, juste une parenthèse, pour moi on est dans le centre du sujet, en tout cas quelque chose que moi j'ai réappris et que je comprends mieux, c'est que la plante produit du sucre à travers sa photosynthèse, elle réinjecte dans le sol du sucre qui va nourrir la communauté bactérienne. Elle ne va pas le faire gratuitement, elle va le faire parce qu'elle sait que les bactéries, elles, vont aller chercher des éléments qui sont essentiels pour la plante et dont la plante ne sait pas avoir accès. Elle utilise donc ces sucres pour que les bactéries aillent chercher ces éléments. Et une fois que les bactéries meurent, se dégradent, la plante est capable de se nourrir de ces bactéries et du coup d'avoir accès à ces éléments minéraux qui n'étaient pas avant. The next step is when plants begin absorbing these amino acids and organic acids, the microbial metabolites that are combined with minerals. At this point, they become very energy efficient because they no longer have to absorb and convert simple ions. So it's the equivalent of plants absorbing prefabricated compounds. Donc ces bactéries qui se dégradent dans le sol se dégradent, comme il l'expliquait, en chélates, en molécules qui sont déjà préfabriquées. Donc la plante, en temps normal, sans activité biologique dans le sol, va prélever des éléments simples
À partir du moment où l'activité bactérienne fonctionne bien et que les bactéries se dégradent, les bactéries dégradées offrent à la plante des molécules qui sont, il dit déjà des molécules qui sont des éléments déjà préfabriqués, ce qui va permettre à la plante par rapport à une plante qui s'alimente avec des éléments simples, la plante qui va s'alimenter avec des éléments préfabriqués va épargner de l'énergie parce qu'elle va pouvoir s'alimenter à moindre coût énergétique. When they begin absorbing, these compounds become very efficient. They now begin, that energy efficiency means they begin storing much higher levels of fats and oils, 3 to 4 times higher than what is needed just to form the cell membranes. Comme la plante est maintenant dans une position où elle va épargner de l'énergie parce que les bactéries lui ont fait une partie du travail, la plante va donc être capable de stocker cette énergie excédentaire quelque part. Et en faisant référence au diagramme qu'il a présenté au départ, cette énergie excédentaire, elle va la transformer en lipides. Then these plants begin transmitting lipids out through the roots as root exudates as well, and bacteria cannot digest fats. So that triggers very strong fungal digestion in the soil. Une fois que la plante produit, donc on est dans cette pyramide, on est en train de monter la pyramide qu'on vous montrait au départ. Une fois que la plante est capable de produire des lipides en suffisance, ce qui va se passer, c'est qu'elle va également, comme les sucres, elle va réinjecter une partie de ces lipides, elle va les réinvestir dans le sol. Les bactéries ne sont pas capables de digérer les lipides. Les lipides qui vont être réinjectés dans le sol, c'est les lipides qui vont être digérés par les champignons. This fungal digestive process is referred to as humification. Fungal digestion of organic matter that contains lipids results in stable humic substances and stable organic matter. Et donc on est à la fin de la chaîne, car ces lipides qui sont digérés par les champignons vont se transformer en matière organique stable, en humus stable. So, stable humic substances, stable organic matter, is the result of the end result of fungal digestion. When fungi begin digesting organic materials, they digest it until it reaches a point which it can be digested no further. And that is now referred to as a stable humic substance. Donc le but de l'opération ici est donc de produire, grâce aux champignons qui sont le dernier élément de la chaîne, de la matière organique stable. De nouveau une petite parenthèse, personnellement moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de se rendre compte qu'on n'a pas encore parlé de fumier, on n'a pas encore parlé d'apport de matière organique, de compost ou autre. Ici, on parle bien de la plante qui investit une partie de ses produits de photosynthèse dans le sol pour construire de la matière organique. The fungi continue to digest organic matter until they reach a cutoff point. That cutoff point is the lipid concentration. Stable humic substances, stable organic matter, is from 38 to 42% lipophilic acid or lipids. So approximately 40% lipids in stable humic substances. Donc les champignons, et corrigez-moi s'il y a quelqu'un qui a mieux compris, s'arrêtent de produire cette matière organique à partir d'un certain niveau, et ce niveau c'est the fungi stop. What's the 42% lipid concentration. Quand on atteint 38 à 42% of what? Of the total organic matter. Ok. Total Quand les compound. lipides atteignent de 38 à 42% de la proportion de la matière organique,
les champignons arrêtent de fonctionner. So the amount of organic matter produced in the soil is directly connected to the amount of lipids that the plant produces. And this also holds true for cover crops, for crop biomass. If you have two fields that both have 5,000 kilograms per hectare of crop biomass, one has 3% lipid content, one has 6% lipid content. The field that has 6% lipid content will produce 2 times as much stable organic matter as the field that has 3% lipid content, even though the biomass is the same. Donc ici, il explique que si on veut augmenter la matière organique stable dans les sols, c'est sur les lipides qu'il faut se concentrer. En prenant l'exemple d'une culture qui produirait 5 tonnes de matière sèche hectare, mais qui contiendrait de 2 cultures qui produiraient chacune qui produirait chacune d'elles 5 tonnes de matière sèche, la concentration en lipides de ces cultures va influencer très fort la quantité de matière organique stable qui sera produite, qui résultera de leur dégradation. Et donc quand on parle d'engrais verts, le message ici, c'est d'essayer d'optimiser dans nos engrais verts la quantité de lipides qui vont être présents, parce que c'est cette quantité de lipides-là qui va déterminer la production d'humus stable en définitive. I love fats. Let's keep going. So, when we incorporate a cover crop that has a narrow nitrogen to carbon ratio, it triggers bacterial digestion, and the result is that the crop is mineralized, and the nutrients within that crop are very quickly available for the following crop, but we do not build organic matter with a crop when we have bacterial digestion. When we have a high or low carbon narrow ratio. Quand on a un ratio carbone-azote qui est faible, la résultante, it's producing bacteria more than bacterial digestion. Yes. On favorise donc le développement de bactéries et on ne favorise pas la production d'humus stable. Fungal digestion, next. When we have crop residue, cover crops that have a very broad carbon to nitrogen ratio, that is going to trigger fungal digestion and more humification, the humification process, so we can build soil organic matter, but it is not going to be a crop fertilizer. So when we are growing cover crops, we can use them for 2 very different purposes, either for building soil or as a crop fertilizer, but never for both. Quand on part dans l'inverse extrême et qu'on travaille avec des résidus de culture ou des couverts végétaux qui sont élevés en carbone, à ce moment-là, on va aller plus vers on va favoriser les champignons qui vont favoriser la construction de matière organique. Et il explique que donc entre des ratios carbone-azote élevés dans ce cas-ci ou faibles dans le cas précédent, on a deux objectifs différents, avec d'un côté le carbone-azote faible qui va plutôt servir à rapidement nourrir la culture qui suit, et de l'autre côté le carbone-azote élevé qui va construire le sol. So we observed that our goal when working with crops is to produce the highest quality and the greatest yield possible. And we developed this concept that we refer to as critical points of influence, where many crops have very narrow windows in their reproductive cycle at which a great deal of their future reproductive potential is being determined, and we learned that those windows are the windows in which we need to manage nutrition perfectly for the greatest quality and the greatest yield.
Donc il va vous parler ici de moments, les points d'intérêt critiques, critical point of interest, donc les moments dans la vie d'une plante qui sont essentiels, en tout cas plus essentiels que d'autres, pour déterminer la qualité et la quantité donc le rendement et la qualité de la production. So an example of this is corn. Next. So when we talk about a genetic potential, we routinely harvest only a very small fraction of the inherent genetic potential of our seeds. Corn, supposed to have genetic potential of 1,100 bushels per acre when we talk with the geneticist. Huge yields. We harvest only 10-15% of that. Next. Donc, il explique que les cultures naissent avec un potentiel qui est très important et duquel on n'exploite qu'une petite partie. Je ne suis pas sûr que quelqu'un est capable de faire la conversion 1100 bushels par hectare boisseau. Fred, tu es sûr de... You're talking about biomass here? Or? No, yield. Grain yield. Donc, bon. This is the geneticists and the plant breeders are telling us they have the genetic potential to achieve this. This is 5 times more than what we are harvesting. Yes, exactly. Donc, le potentiel inhérent d'une plante telle que le maïs, à partir du moment où elle exprime 100% de son potentiel, serait de 75 tonnes hectares. Grains secs. Soybeans, 600 bushels per acre. Soya, 40 tonnes hectares. Blueberries, 56. Les myrtilles, 56 tonnes hectares. Okay. So, let's go to the next slide. We're going to skip this. So, when we look at corn as an example, this is research that was done at Iowa State University in the early 1990s. They determined that 9 to 12 days after a corn seed germinates, it is determining the number of ears that it could potentially have. Not that it will have, but that it could potentially have based on its genetic potential. Donc un des points essentiels dont il veut parler, par exemple pour le maïs, c'est qu'on se rend compte que de 9 à 12 jours après, 9, 12 days after, germination. Après germination, le maïs détermine le nombre d'épis qu'il va produire. Then a second stage is 14 to 21 days after germination is determining the number of rows per ear that it could potentially have. 14-21 jours, le maïs détermine le nombre de rows, de rangées qu'il pourrait potentiellement avoir. Then 43 to 49 days after germination, it is determining the number of kernels per row that it could potentially have. 42-49 jours, le maïs détermine à ce moment-là le nombre de grains par rangée qu'il peut avoir. So when we look at this is very interesting. We have 3 major windows for corn production, and there's two points. First is the narrowness of the window. 9 to 12 days, we have a 3-day period. Any stress that this plant experiences in that 3-day period is going to reduce yield potential. Donc ce qui est important de comprendre ici, ce qu'il veut vous expliquer, c'est que dans le développement du maïs, par exemple ici, on a 3 périodes clés qui déterminent une bonne partie du rendement. Et ce qui est important également de comprendre, c'est la taille, la fenêtre d'intervention. On parle de 3 jours pendant lesquels sont déterminés certains stades, certaines caractéristiques du maïs. The second point is when we look at this, the greatest level of yield difference is determined earliest in the plant's life. We can have a much bigger influence on yield if we can impact the number of ears or the number of rows than if we simply impact the number of kernels. Et ce qui est également intéressant de remarquer, c'est que
plus on est tôt ici, plus la détermination, plus on va aller influencer le rendement de la plante. À savoir qu'ici, les éléments qui déterminent fort le rendement de la plante, ça va être le nombre d'épis, et c'est quelque chose qui se détermine, qui se décide très tôt. The reality is, nothing you have ever done on your farm has increased yields. La réalité, c'est que rien que vous n'ayez fait sur vos fermes aujourd'hui n'a pu augmenter votre rendement. For example, if corn has the genetic potential for 75 tons per hectare, that means the day that seed is planted, it has that genetic potential. And for the rest of the growing season, any level of stress is constantly reducing that potential. So if we start with 75 tons, perhaps 3 days after planting, we have cold, wet, rainy weather for a week, and that stress drops from 75 tons down to 60 tons per hectare yield potential. Perhaps it is missing phosphorus after germination during the 9 to 12 day period. Now you've dropped from 60 down to 50 tons per hectare. Perhaps there was not enough nitrogen to build a really good plant frame. Now you've dropped from 50 down to 40 tons per hectare. And so it continues throughout the growing season until the point when you harvest a crop, you're harvesting only a very small fraction of what you originally started with. Donc, ce qu'il veut vous expliquer par rapport à ce que j'ai dit juste avant, c'est que on part avec un certain potentiel de rendement, et ce potentiel de rendement de 75 tonnes hectares de maïs grain sec, il est érodé dès le semis et après les premiers jours à travers des événements climatiques, des stress, des problèmes de nutrition. C'est pour ça que il me faisait traduire juste avant que un agriculteur n'a jamais réussi à augmenter le rendement potentiel de sa culture. Il ne fait que quelque part gérer la diminution du potentiel au cours du cycle. So, whenever we do something on a farm, fungicide application, fertilizer, that produces a yield response, we are not increasing yield. We are simply keeping those yields from being lost. Donc voilà, les actions du fermier lorsqu'il produit ne sont pas là pour augmenter le rendement. Il gère simplement, il essaie de limiter la chute de rendement, la diminution du potentiel. Next. So, if we want to reduce yield loss, we simply focus nutrition to remove plant stress at these critical points of influence. Just remove stress at critical points of influence to reduce yield loss. Donc une des clés pour limiter la réduction de ce rendement, c'est de supprimer les stress et principalement pendant les périodes critiques dont on a parlé juste avant. Next. How are we doing on time? 12:06. In working with farmers, we find that the biggest limiting factors to yield and to quality are the nutrients that are involved in the photosynthesis process. So we find it very important to measure very accurately what is happening in the field. Much of our work goes with very high value crops, fruits and vegetables, and we want to measure every 2 weeks through the growing season what is happening and manage plant nutrition very carefully with foliar sprays and irrigation systems, which is where we've learned a lot of the principles that we then also apply to broadacre crops. Donc, la manière dont ils essayent d'optimiser cette nutrition, c'est de se focaliser dans un premier temps et principalement sur les éléments nutritifs qui sont impliqués dans la photosynthèse. Et
leur technique est de pouvoir mesurer précisément et très régulièrement. Ils travaillent dans des cultures de fruits, légumes qui ont parfois des hautes valeurs ajoutées, de mesurer de manière précise et fréquente la concentration de ces différents éléments dans la plante. So, are you familiar with the Mulder chart diagram, nutrient interactions? Est-ce que Seen this before? vous avez déjà vu ce diagramme? Est-ce que Have you memorized it? L'avez-vous mémorisé? So, 4 years ago, we started working with sap analysis with a laboratory that is here in the Netherlands. So, every week we send hundreds of samples from crops in the US over here to the Netherlands for analysis. And from the use of sap analysis, we developed our own chart to describe nutrient interactions in the plant that is much easier to understand than this one. Donc, il y a 4 ans, ils ont commencé à travailler avec un laboratoire qui est en Hollande et qui fait des analyses, non pas foliaires, mais des analyses de sève. Et ils ont également développé avec ce laboratoire une manière d'interpréter correctement ces analyses de sève de manière plus simple que ce diagramme complexe. So this diagram, this chart, we've divided the nutrients into 4 groups: cation macronutrients, anion micronutrients, and micronutrients. Ils ont divisé donc le diagramme précédent en 4 groupes: les cations, les anions et les micro-éléments. Next. We have observed that within plants, the macronutrient cations all antagonize each other, and the macronutrient anions, next slide, all antagonize each other. Ils ont compris que les cations ont tendance à être antagonistes entre eux, que les anions ont également tendance, donc les différents éléments que vous voyez là, à être antagonistes entre eux. So, our experience, our observation, many consultants, many agronomists always talk about the deficiencies. We don't have enough calcium, so we need to add more calcium. We don't have enough magnesium, so we need to add more magnesium. Our experience, our observation has been that nutrient deficiencies, particularly of the macronutrients, are very seldom the problem. The problems are that excesses of one nutrient of what the farmer is applying is creating the deficiencies. So in many cases, when we begin working with farmers, much of what we do is we change what is being applied to apply less. In particular, go ahead. Donc, ils se sont rendus compte avec ces 2 groupes, cations, anions, que le réflexe des agronomes en général est, à partir du moment où on manque d'un élément, est de le rajouter, d'identifier la déficience et de rajouter cet élément manquant. Ce qu'il aimerait expliquer, c'est que souvent, dans ces 2 groupes-là, le fait d'avoir un élément déficient, c'est parce qu'on a un élément qui est excédentaire, comme ils sont antagonistes. Et donc, l'action réalisée en général, c'est d'analyser quel élément est excédentaire et de diminuer cet élément pour pouvoir rebalancer l'élément qui est déficient sans devoir ajouter rien, a priori. For example, many of the crops that we work with, we often see calcium deficiencies and calcium deficiency problems. And in some cases, farmers are applying a lot of calcium, but they're not getting a response. And the reason is because they have excess of potassium. They're putting on too much potassium. So when you look at potassium, calcium antagonize each other, we simply reduce the potassium applications, and all of a sudden, calcium goes up all by itself. Donc un exemple concret. Vous voyez que le calcium Ca et K et le potassium sont antagonistes l'un de l'autre. On observe souvent des carences en calcium dans les analyses foliaires et dans les cultures. Et souvent cette carence est liée à un excès de potassium. Le fait d'avoir un excès de potassium crée un déficit en calcium.
Mainstream agronomy has focused on balancing plant nutrition with one emphasis, one goal: yield. Get the highest yields possible. We know exactly how many units of nitrogen and potassium it takes to grow a bushel of corn. However, we approached plant nutrition from a completely different frame, from a completely different perspective, and tried to balance nutrients for the highest quality and the highest immunity. Because of that, we look for different nutrient ratios and different profiles. And when the quality improves, when the immunity improves, you can't stop the yields from happening. Yields will go up even higher than where they are initially. Donc l'approche qu'il essaye de nous expliquer ici, c'est que en général, un agriculteur, un agronome, va essayer d'augmenter et de pousser les rendements à leur maximum. On connaît bien la quantité d'azote, potasse et autres qu'il faut appliquer par tonne de maïs produit. Et donc, notre réflexe aujourd'hui est d'essayer de pousser ce rendement, cette productivité à son maximum. La démarche que lui prône, c'est qu'ils se rendent compte, en fait, ils sont focalisés sur la qualité, sur essayer d'augmenter non pas la quantité, mais de se focaliser sur la qualité et d'essayer d'améliorer, d'optimiser l'immunité, le système immunitaire de la plante. Une fois qu'on se focalise là-dessus, en fait, ils se rendent compte que le rendement accompagne, l'augmentation du rendement accompagne cette qualité et ce système immunitaire, et qu'on ne sait plus arrêter le rendement de grandir, d'augmenter. Donc, ils se focalisent pas directement sur la quantité, ils se focalisent sur la qualité, le système immunitaire, et on se rend compte qu'en se focalisant là-dessus, on a également un rendement associé qui augmente. Désolé pour la longueur. Commence. So when we look at nutrition management in the field, the way that our farmers apply it, we are doing sap analysis multiple times through the growing season to manage nutrition, and then we have found the most economical, most effective way to produce a large crop response is with foliar applications of nutrients, because for many of the trace minerals that are needed, when applied to soil tends to bind them very quickly, and they do not remain in the plant available form. Donc, ils ont également découvert que la manière d'optimiser le rendement, la qualité, le système immunitaire d'une plante, c'est de le faire à travers des pulvérisations foliaires, parce qu'à partir du moment où on fait des applications au sol, on a une transformation des éléments, également un manque de disponibilité des éléments qui passent par le sol. When we use the sap analysis to balance nutrients, many farmers, agronomists think that the first priority is to address the deficiencies. Not true. Do not address the deficiencies first. Number one priority is to provide the antidote to the excesses. If you have excess of potassium, you manage it with manganese. You have excess of nitrogen, you manage it with magnesium. Always buffer out the excesses, number one priority. Donc, comme il le disait juste avant, on a tendance à se focaliser sur les déficiences et ce n'est pas la bonne manière de travailler. Il faut se focaliser sur les excès et donc gérer, étudier comment diminuer les excès dans la plante. Ça, c'est la première priorité en gérant les éléments comme il l'a expliqué juste avant. The second priority is to address the deficiencies. Whatever nutrients are deficient, we add a bit more of those nutrients. So, yeah. Deuxième priorité, c'est à ce moment-là de s'attaquer aux déficiences. Next. Just keep going. Next. Okay, so I'm just going to stop here. There's much more that I could talk about. The summary of our approach is that we work with soil biology, soil amendments, and foliar sprays to do everything we can to increase a plant's photosynthesis. Even the cover crops that we work with, that our farmers work with, many farmers are now putting on foliar sprays onto their cover crops
because they find that when they have peak photosynthesis, that results in peak lipid production, which results in peak organic matter and peak quality. Donc ce qu'il veut simplement résumer ici, c'est que, parce qu'il pourra encore en parler des heures, c'est qu'il se focalise sur l'augmentation de la photosynthèse. Il prend l'exemple de certains de ces agriculteurs qui font même des applications foliaires sur les engrais verts pour augmenter cette photosynthèse. Bon, mais je pense qu'on on va en rester là. Je vous invite à applaudir John.